On va donc reprendre. Salut François. Bonjour Frédéric. Donc, on va redémarrer à l'heure. Il nous reste quelques secondes avant d'être à 11h05 comme prévu. Donc, on est très heureux d'avoir pour cette autre intervention sur qu'est-ce que c'est que manger le professeur François Feuillet, qui est professeur de pédiatrie au CHU de Nancy. François est particulièrement adapté pour donner son regard sur ce sujet pour différentes raisons. Une de ces raisons, c'est que il est spécialiste des maladies héréditaires du métabolisme et que on a dit tout à l'heure que manger était vital, mais dans certaines de ces maladies, manger c'est mortel, puisque ces maladies induisent, ou la prise de certains de ces aliments vont induire des troubles, voire des décès. Et du coup, les troubles de l'oralité dont on a déjà beaucoup parlé, qui sont sous-entendus dans beaucoup de ces communication ce matin et dans notre quotidien pratique dans la filière et dans les centres de référence, s'applique aussi au champ des maladies héréditaires du métabolisme. Et François s'intéresse à beaucoup de choses, au développement, à la dimension plaisir. Et donc, on est très curieux, François, d'entendre ce que tu vas nous dire sur ta définition de ce que c'est que manger. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Vous voyez bien mon diaporama ? Je suppose et j'espère. Et donc, effectivement, tu vas être un petit peu déçu peut-être. Je ne vais pas trop parler de métabolisme, mais un petit peu quand même. Et donc, manger, c'est quoi? Alors, c'est une question extraordinaire parce que du coup, ça m'a permis de faire une réflexion un petit peu sur les choses. Et au début de l'humanité, manger, c'était une question de survie, bien entendu. Il ne fallait pas être mangé en même temps. La vie était très dure. Et la disponibilité de l'aliment était parfois une chance et on n'était pas dans notre société où on a le choix, voire un choix incroyablement élevé. Alors on voit bien qu'au long du temps, l'espérance de vie a augmenté de façon considérable et c'est lié aussi à l'amélioration de la nutrition de façon évidente. Et c'est pour ça que les faiseurs de peur de notre alimentation actuelle n'ont pas tellement de regard en arrière pour voir à quel point l'amélioration de notre système de vie, incluant la nutrition, a amélioré incroyablement notre pronostic à chacun. Alors, j'ai regardé la définition de la nutrition. Alors, il y a une définition dans le Littré qui est le vaste cycle de la vie entre le végétal, l'animal. Je ne vais pas insister là-dessus. J'étais plus intéressé par la définition de l'Académie française qui dit que c'est une fonction par laquelle les aliments sont assimilés et transformés. Et donc, il y a le besoin d'avoir des aliments, de pouvoir les assimiler, et ça nous transforme. Et donc, c'est une notion que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Alors, les buts de la nutrition, puisque dans mon topo, on m'avait demandé le lien avec la nutrition, bien sûr, c'est la croissance chez les enfants, c'est le développement à la fois corporel et intellectuel au long des âges, le maintien d'une bonne santé, et la prévention des maladies. On sait bien qu'une nutrition insuffisante peut être dramatique, une nutrition très excessive peut être dramatique, les maladies, l'infarctus, le cancer. Tout ça peut être lié à un certain degré de déséquilibre nutritionnel, soit qualitatif, soit quantitatif. Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur les besoins nutritionnels. Les besoins nutritionnels, c'est, on va dire, la science de la nutrition. Je vous ai mis ce site qui donne les besoins nutritionnels en fonction de tous les nutriments, les micronutriments, en fonction des âges, en fonction du sexe, la situation de grossesse ou pas. Et donc, ces choses sont connues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont quand même réévaluées vers le bas. Et là, je vous ai mis par exemple les courbes des besoins en protéines. Et on voit que dès l'âge de 5 à 10 ans, 1 gramme kilo jour de protéines est suffisant pour une vie correcte et une bonne santé, alors qu'on sait bien entendu que dans nos sociétés, en particulier occidentales, les apports en protéines dépassent parfois très largement les besoins. Alors, juste un petit insert, ça c'est mon petit côté un peu agacé, je vais dire, sur qu'est-ce que vont apprendre nos étudiants de pédiatrie en nutrition. Alors, dans le nouveau programme, comme ils n'ont à apprendre que les rangs A, ils n'ont plus qu'à apprendre les apports hydriques et les apports énergétiques conseillés. Tout le reste n'est plus posable aux examens des étudiants.
Et en conclusion, eh ben, les futurs parents vont être un peu en difficulté quand ils demanderont aux futurs médecins ce qu'il faut manger pour leurs enfants. Et donc là, je vous avoue que je suis un peu inquiet de la restriction de l'enseignement de la nutrition pédiatrique. J'espère que nos collègues de nutrition adultes vont pouvoir insérer plus de connaissances dans la tête de nos futurs médecins. Alors, qu'est-ce que manger d'un point de vue nutritionnel? Bien manger pour se bien nourrir et être en bonne santé, ça paraît tellement simple. Mais on a bien vu dans les topos antérieurs que c'est infiniment plus complexe et que les afférences pour manger peuvent être extrêmement multiples. La notion de faim, prise alimentaire, satiété, le temps qui redonne faim a été très bien développée et ça paraît quelque chose qui existait avant quand l'aliment est rare, quand l'aliment est monotone. Et finalement, il n'a de sens que de combler cette faim et en espérant qu'il soit suffisamment équilibré pour permettre un bon état nutritionnel et une bonne croissance. Alors, quand vous regardez Monsieur Google, vous savez, vous mettez manger sur Google Images et vous tombez, bon, on voit qu'il n'y a pas que la notion de santé et la notion de croissance qui est sur les premières images qui sortent sur la première page de Google Images. Et quand on regarde ce qu'est devenu les habitus alimentaires de la population, on voit qu'il y a un lien avec un intellectualisme de la nutrition. On a inséré des croyances, si l'on veut, sur le mode alimentaire, quitte à mettre parfois insérer des dangers nutritionnels au sein de l'alimentation. On voit bien ici, vous voyez, c'est une étude qui est de 2019, enfin, je crois que c'est en 2017 qu'elle a été réalisée, le pourcentage de régimes particuliers, régime végétarien, sans lactose, vous voyez, moi j'étais étonné, 2% sans lactose, en lien avec la religion, 5% sans gluten, etc. Et puis les véganes, 2%. Or, on sait qu'une alimentation végane sans aucune protéine animale peut être évidemment délétère avec des carences en micronutriments, mais on voit que ça prend de l'importance dans les pays occidentaux. Le lien avec la nutrition devient pour ces personnes moins important que le lien avec leurs convictions. Alors, on voit les conséquences nutritionnelles délétères que cela peut générer pour les gens, en particulier les fruitariens qui ne mangent que des fruits, n'est-ce pas? Parce que arracher une carotte, c'est un meurtre, comme il est dit dans Coup de foudre à Notting Hill. Je vous recommande cette petite scène formidable. Et là, évidemment, on peut avoir des risques nutritionnels majeurs. Et a été décrit des vrais problèmes chez les enfants, et on sait qu'il y a et même des décès de nourrissons chez des familles véganes, on va dire quand même sectaires, qui ne voient plus la santé de l'enfant tellement ils sont accrochés à leurs convictions sur une alimentation de type vegan strict. L'inverse est vrai, l'excès de viande en particulier, on voit bien que ça peut augmenter la mortalité. Lorsque la quantité de viande consommée par jour dépasse 2, 3, 4 grammes kilo jour, eh bien, on voit monter la courbe de mortalité et bien entendu les maladies cardiovasculaires. Donc, on voit bien que d'un point de vue nutritionnel, là, on va dire ce qui devrait être et bien sûr pas dans les déficits ni dans les excès. Et on voit la courbe de l'évolution de l'obésité aux États-Unis. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais entre les années, alors je ne sais plus exactement quelles sont les années, 90, 2000, 2010, 2020 et la prévision en 2030, avec une aggravation constante et très grave des troubles nutritionnels. Alors, d'un autre côté, et je vous recommande ce document de l'ANSES, les régimes amaigrissants qui sont de plus en plus utilisés parce que comme on mange parfois, voire souvent en excès, on veut perdre ce que l'on a mangé, eh bien, on fait des régimes qui sont proposés de façon extrêmement multiple par des tas de personnes avec des régimes tout à fait fascinants. Alors, la soupe aux choux, par exemple, on voit qu'au milieu, on a un relatif équilibre nutritionnel entre glucides, lipides, protides. Mais alors, le régime citron détox, vous voyez, où on n'a quasiment plus que des glucides, est évidemment extrêmement dangereux. Ça permet de perdre du poids, mais l'état nutritionnel s'en ressent considérablement. Alors là, l'alimentation, le fait de manger, peut être évidemment pathologique.
Et on voit que les troubles psychiatriques que l'on connaît, hein, et en particulier l'anorexie mentale, le refus de manger, va générer des troubles nutritionnels extrêmement sévères. On peut avoir aussi des troubles par excès et puis des troubles par sélectivité. Et c'est assez fascinant. J'écoutais tout à l'heure les orateurs précédents sur la capacité d'un enfant à maintenir un équilibre alimentaire. Eh bien, écoutez, on voit de plus en plus de ces enfants qui ont des alimentations très restreintes, très sélectives, avec des problèmes nutritionnels graves, anémie profonde, scorbut, et j'en passe. Je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on a vu récemment, mais je trouve que ça prend de l'importance. Et bien sûr, les comportements sociétaux vont impacter l'état nutritionnel plus ou moins. Alors voilà un enfant qui a une alimentation exclusivement plaisir. Il n'accepte que des croissants, des nuggets, des frites, du sucre, des bonbons, de la compote et des crêpes au sucre. Évidemment, les micronutriments liés à tout ce qui est végétal est complètement déficitaire. Ici, vous avez l'anorexie mentale. Et on voit bien que les restrictions alimentaires excessives faisant complètement fi des besoins nutritionnels, d'ailleurs le déni nutritionnel fait partie de la définition, peut être extrêmement grave, même si, comme vous le voyez sur ce dessin d'une de mes patientes, elle est parfaitement consciente du trouble que ça lui génère, mais elle est incapable d'aller vers son bien nutritionnel. Et bien sûr, les excès peuvent être également incroyablement délétères, tant au niveau du comportement et des conséquences sur le corps, mais également, si l'on en croit certains très vieux auteurs, les conséquences sur la nature profonde de la personne, car ça modifie également la personne en profondeur. Alors, j'ai été fasciné en regardant un petit peu sur Internet, vous voyez la perte complète du sens avec la nutrition. On voit le challenge « manger 1000 frites ». Et donc là, l'aliment devient un vecteur aussi incohérent que cela puisse paraître, un vecteur de challenge, je dépasse celui qui a fait 1000 de frites, je vais faire 1010 frites, et ça devient tout à fait, à mon sens, un peu effrayant. Alors, devant tous ces troubles, eh bien, il y a des recommandations qui ont été faites. Et ces recommandations par le PNNS, on voit qu'il y a des livrets pour les femmes enceintes, pour les petits-enfants, pour les adolescents, les personnes plus âgées, etc. Ces documents, je trouve, sont très bien faits. Chance d'y avoir participé au sein du comité de nutrition pédiatrique, avec les collègues du comité de nutrition. Mais est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce qu'ils servent vraiment? À mon avis, ils sont consultés par des personnes qui n'ont pas trop de problèmes nutritionnels. Je ne suis pas sûr qu'ils soient consultés par ceux qui sont en face de problèmes nutritionnels sévères. Alors quand même un petit mot pour les maladies métaboliques, comme le disait Frédéric, ça fait partie de mon quotidien. Et donc cette fameuse phénylcétonurie, une maladie génétique empêchant la capacité de métaboliser la phénylalanine. On voit que quand on n'est pas traité, eh bien, ça se passe très très mal. La sœur qui a été traitée par un régime spécifique a un devenir infiniment meilleur. Donc là, pour ces enfants, clairement, un régime très particulier, avec donc une construction de régime avec un petit peu de protéines naturelles de type légumes, fruits, des compléments avec des produits d'acides aminés plus micronutriments et des compléments énergétiques, on arrive à avoir d'excellents résultats nutritionnels. Mais clairement, ce sont des alimentations très particulières. Et je reviens à l'orateur précédent, c'est parce qu'on commence ces régimes dès la naissance qu'ils sont très acceptés. Quand on essaye de les commencer chez des patients qui ont déjà passé les premières années, ça devient infiniment plus difficile. Ici, vous voyez un garçon de 14 ans, je lui ai demandé, pour toi, manger, c'est quoi? Il faut manger pour la maladie, il faut manger pour le régime. Le lien direct avec la maladie et le régime est établi en lui et il va avoir un excellent pronostic. Ce garçon a été traité très tôt, il va très très bien. Un autre garçon qui a été transplanté cardiaque pour une homocystinurie classique, il avait révélation à 17 ans sur une thrombose grave, etc. Pour toi, c'est quoi manger? C'est le bonheur. Pour sa maman, c'est la vie. Or, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se passer de ce bonheur. Et il est actuellement en réanimation cardiovasculaire, il a un rejet aigu, il a arrêté le traitement, il a arrêté le régime. Arrêter ce bonheur potentiel est tellement difficile pour lui qu'il en a arrêté son traitement. Et donc, il va peut-être en mourir. C'est terrible. Mais on voit bien, et pourtant, être transplanté du cœur, c'est un signal d'alerte massif. Ça ne suffit pas
à l'empêcher de manger comme il a envie, car ce bonheur est finalement très, très important pour lui, voire plus important que sa propre vie. C'est un exemple fascinant, mais qui est une réalité de ce que nous vivons actuellement. Alors, ma fille a fait son anniversaire. Il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient là. Alors, je leur ai filé des petits papiers et j'ai demandé, alors pour vous, manger, c'est quoi? Et on voit que manger, il y en a quelques-uns qui pensent qu'il y a un côté santé-nutrition. Bon, c'est la vie, c'est la bonne santé. Il y en a une, et j'ai appris que c'est une ancienne anorexique qui a répondu, c'est une peur et une angoisse. Et il y a la grande majorité qui ont répondu que c'est un plaisir. Une a dit un passe-temps, donc ça paraît quand même très neutre. Mais la majorité ont dit c'est un plaisir. Alors je me suis intéressé et j'ai filé mes petits papiers à des tas de gens, un peu comme Madame Chabert a fait avec ses étudiants. Et donc j'ai envoyé ça à mes patients, aux diététiciennes, à mes collègues médecins, aux gens qui tiennent le self à l'hôpital, aux gens, à mes amis, etc. Donc j'ai récupéré une petite centaine, mais le graphique que j'ai fait n'a pas toutes les réponses, mais globalement c'est ça. Et on voit qu'il y a un aspect nutrition-santé qui est à peu près un gros tiers. Il y a un aspect plaisir qui, si on additionne le plaisir et la convivialité, n'arrive pas à la moitié, mais pas très loin. Mais il y a une grande différence entre un plaisir personnel lié à l'aliment et une convivialité qui est un plaisir partagé. Et je pense que le dernier orateur aura des choses à dire là-dessus. J'étais étonné que presque 10% parlent de manger sur un point de vue négatif. Alors bien sûr, il y avait des jeunes filles anorexiques, mais il y en a une qui m'a répondu c'est un plaisir, alors qu'elle s'en prive. Mais voilà, c'est une perte de temps, c'est une peur, une punition, une addiction. Une maman qui était en surpoids qui me répond c'est une addiction et pour elle c'est très difficile. Donc vous voyez la perception des gens, ça n'a aucune valeur scientifique, hein, mais la perception des gens peut être incroyablement variée. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement pour manger, pour se nourrir? Alors, on a appris la physiologie, et franchement, merci des topos précédents, mais dans un premier temps, il faut avoir accès à l'alimentation. Je vous renvoie à nos hommes préhistoriques, hein, c'était un peu compliqué de courir après les mammouths. Ensuite, il faut être capable de l'ingérer, de la digérer, et là, on tombe dans les pathologies neurologiques, digestives, je ne vais vraiment pas insister. Et ensuite, il faut être capable d'assimiler ces nutriments et en être transformé. Et c'est ainsi que la nutrition fait son œuvre. Alors, accès à l'alimentation, il faut quand même bien dire que nos discussions d'aujourd'hui sont un peu ciblées pays occidentaux. Parce que quand on regarde l'état de la malnutrition dans notre monde, et quand on parlait de tous ces dizaines, centaines de milliers d'enfants, voire millions qui souffrent de malnutrition encore, je pensais à un problème d'Éthiopie où j'ai entendu récemment, ça reste terrible. Et donc, la malnutrition n'est pas résolue. Et donc, c'est un vrai problème mondial et c'est un problème clairement de partage et de justice entre les hommes. Et dans nos pays occidentaux, il y a une paupérisation d'une population, c'est une évidence. Et même s'il y a des dons alimentaires, hein, je ne crois pas que beaucoup de gens meurent de faim en France, mais il y a clairement un accès à une alimentation équilibrée qui est très inégal en fonction des populations. Et on sait que dans nos pays occidentaux, les populations précaires ont tendance à l'obésité plus que les populations moins précaires, et c'est l'inverse dans les pays en grande difficulté financière. Donc, il y a clairement un problème à l'accès à l'alimentation pour qu'une nutrition se déroule correctement. Je n'insiste pas sur la digestion, c'est de la médecine, et pour le coup, ça ne m'a pas intéressé. J'aime bien la médecine, je ne vais pas vous dire ça, mais pour le topo d'aujourd'hui, je vais passer très vite. Et puis, l'alimentation nous transforme. Alors, c'est évident, et c'est très intéressant de réfléchir à ça. Ça veut dire que si jamais tout ce que j'aime faire dans la vie, comme ce livre publié là, c'est manger, 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 eh bien, voilà, je vais prendre du poids, je vais être transformé par l'alimentation qui va rentrer en moi. Si jamais je ne veux faire que de la musculation et que je mange cette créatine, ces protéines à excès, je vais évidemment en être transformé d'une autre façon. Et si je ne mange pas, je vais également en être transformé. La jeune fille en dessous en réanimation ne faisait plus que 23 kilos pour 1,65 m. Donc,
Alors actuellement, on a des versions de l'alimentation qui peuvent être extrêmement variables. Et la DME, ce n'est pas le sujet pour en parler aujourd'hui, mais quoique on peut se poser les questions, et d'ailleurs le comité nutrition, grâce à Alain Bocquet, travaille actuellement sur le sujet de la diversification médiétale par l'enfant. Mais là, clairement, ça modifie également l'environnement de la cuisine et il vaut mieux avoir un Karcher plutôt qu'une simple bavette. Alors, dans le dossier sur les risques aux pratiques alimentaires, il y a ce schéma qui date de 2004 et on voit bien qu'il y a des tas d'interactions entre le fait de manger, le fait d'avoir un état nutritionnel en excès, et ça va générer une mésestime de soi qui est purement psychologique, voire une dépression, ce qui devient psychiatrique. Donc, on va faire des tentatives qui vont être plus ou moins couronnées de succès avec des interactions, vous voyez, positives et parfois très négatives les uns avec les autres. La boulimie entraîne la culpabilité, qui entraîne la dépression, qui entraîne le mal-être, qui entraîne les prises alimentaires, etc., etc. Donc, on voit bien que discuter de l'alimentation simplement sur un mode « je mange pour nourrir mon corps » paraît très insuffisant. Et la personne, qui est plus importante que le simple corps, est bien entendu plus complexe que nos cellules agglomérées. Nous avons un esprit, un cœur, une âme et bien sûr notre corps. Alors, j'ai parlé de la nutrition du corps. Maintenant, on peut nourrir son esprit, ce qui est également très important. Comme je dis, d'apprendre la multiplication par 2 pendant 1 an, ça nous rendrait fous et dépressifs, et je pense qu'on arrêterait d'en manger correctement. Et donc, là, il y a chez Mima Smima un petit enfant qui nous pique. Et on peut fermer le micro, merci beaucoup. Et donc, nourrir son esprit, on voit que ça nous transforme aussi. Les réseaux sociaux, les médias, avec leur déversement de haine, rendent évidemment plus agressifs que des lectures ou un esprit plus paisible et nourri de façon plus équilibrée. Si jamais on regarde comment est-ce qu'on est devenu ce que l'on est, petit Einstein, grâce à tout ce qu'il a pu apprendre, est devenu le professeur Einstein. Alors bien sûr, il avait ses qualités propres pour être ce qu'il est devenu, mais néanmoins, il a fallu qu'il ingère ses connaissances pour aboutir à ce qu'il est devenu. Donc, il a été transformé par ses études et par ce qu'il a rencontré. On voit deux élèves qui courent pour aller apprendre à l'école et peut-être deviendront-ils des grands professeurs de pédiatrie afin de pouvoir faire bénéficier autrui de leurs connaissances. Donc, notre esprit, notre personne est transformée également par ce qui nourrit notre esprit et notre intelligence. Il faut bien entendu également nourrir notre cœur et notre affectivité. Le cœur a un lien majeur avec notre personne et avec ce qu'elle devient. On voit bien que les blessures qui peuvent aboutir à notre cœur peuvent générer, par exemple, l'anorexie mentale dans un grand nombre de cas. Et donc, alors, petite blague sur dévorer des yeux, bien sûr, avec ce fameux dessin animé de Tex Avery, mais on a besoin de nourrir notre affectivité à tous les âges pour que notre personne soit correctement nourrie à ce niveau-là, alors que si jamais il n'y a pas de nourriture affective, d'amis, de famille, donc de conjoints, eh bien, ça peut transformer notre vie sur un mode extrêmement difficile. Enfin, il y a notre âme, notre spiritualité, ça fait partie de notre personne et il est évident qu'on peut également la nourrir. Alors, on a travaillé, et il faut rendre hommage à Jean-Pierre Chouraki du comité nutrition, d'avoir beaucoup travaillé sur les comportements, les recommandations religieuses et l'état nutritionnel des personnes. Et finalement, il n'y a pas grand problème lié à ces recommandations religieuses, même si on peut avoir, vous voyez, des déficits en B12 lorsqu'on ne mange pas de viande et des problèmes de fer ou de calcium lorsque on ne prend pas de produits d'origine animale. Néanmoins, ce n'est pas le plus important. Il faut noter que les religions sont plutôt jeunes que gourmandises. Si vous prenez les recommandations, bon là je mis des grandes religions, enfin, ou des philosophies orientales, clairement, vous voyez, le jeûne est plutôt quelque chose de prôné. Et donc, ça permet de se ressourcer, ça permet de retrouver un sens des choses, ça permet de retrouver un sens de l'autre,
ça permet de retrouver un sens du partage. Parce que il est clair que l'égocentrisme, mon plaisir, mon alimentation, fait que l'autre n'existe pas. Et dans notre monde, ça me paraît quand même un vrai problème. Lorsque l'on regarde nos sociétés consuméristes où la publicité, il faut regarder ce que c'est que les masses de chocolat qui sont dans les grandes surfaces au moment des fêtes. Et il va falloir, moi je me dis en entrant, en faisant mes courses, et il va falloir manger tout ça. Eh bien, c'est tout à fait étonnant. Il y a un business de l'alimentation et on voit que les paysans mexicains ont plus d'intérêt de vendre du soja aux éleveurs argentins que de faire des aliments nutritionnels pour leur population. Eux, les Argentins, font de la viande pour vendre aux Américains plutôt que de faire des aliments pour leur population. Tout ça parce qu'on gagne plus d'argent. Et grâce à tout ça, l'espérance de vie aux États-Unis baisse à cause de l'épidémie d'obésité, de surconsommation de protéines, etc. On a quand même l'impression que l'argent fait marcher la nutrition sur la tête. Quand on regarde le scandale du gaspillage, en France, un tiers de la part comestible des alimentations, alors au niveau du monde, est perdu, un tiers, alors qu'il y a tant de gens qui meurent et d'enfants qui meurent de malnutrition, même si jamais il y a une prise de conscience qui est faite par le ministère de l'Agriculture, et j'en suis vraiment très content de voir qu'il va falloir un peu arrêter de gaspiller pour probablement mieux partager. Donc voilà un petit peu le monde dans lequel on est et la fin de ma réflexion sur le sujet, manger et l'aspect nutritionnel. Bien entendu, si jamais on ne mangeait que ce qui était nécessaire, eh bien, tous ces problèmes que vous voyez là ne seraient pas notre quotidien. Il va falloir qu'on retrouve, je pense, un petit peu de bon sens entre le lien entre manger et nutrition, un équilibre de notre personne globale, entre corps, cœur, âme et esprit, qui permet d'avoir une alimentation qui soit raisonnée et en lien avec la nutrition, alors que lorsqu'il n'y a que le corps qui compte, qui est parfois le lieu d'un plaisir, mais le plaisir en soi peut devenir destructeur. On connaît le problème de l'addiction, où manger devient plus important que la nutrition. Déjà, il y a 2000 ans, vous voyez, bon Saint Paul disait « ils ont pour Dieu leur ventre ». Et si jamais je voulais finir par un mauvais petit jeu de mots, le matérialisme donne souvent les yeux plus gros que le ventre. Il faudrait peut-être trouver des cieux un peu plus beaux que le ventre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup François. Donc, oui, on applaudit. Je ne sais pas si tu entends. Donc, oui, j'entends un petit peu. Vous êtes bien voilà, aimable. Un petit peu. Voilà, non, mais challenge en effet, et merci on voit le temps et la réflexion que ça a dû te demander. Et ce sont des présentations très complexes puisque tu as abordé à la fois, en effet, je mange et l'apport nutritionnel, mais on voit vite que ça devient sociologique, sociétal, économique, spirituel. Enfin, on voit immédiatement ces dimensions qu'il y a autour. Donc, y a-t-il des questions sur le chat ou... Oui. Non, il n'y a pas de questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Je vais peut-être commencer la première. On n'a pas entendu parler des mangeurs de fricandelles. On les place comment dans la catégorie? Il est désagréable depuis qu'il est arrivé. Il m'a demandé quand l'automne commençait à Lille en arrivant. Donc, tu vois. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu sais, mais je suis né à Maubeuge et j'ai fait mes études à Lille. Et donc, oser mettre en doute la valeur des fricandelles me paraît extrêmement risqué. Donc, s'il y a des questions sur le chat. Non, j'en vois. Je trouve, François, c'est juste pour te chatouiller un peu, que ta conclusion est assez pessimiste. Oui. Et il me semblait, donc au-delà des excès, qu'une prise de conscience assez profonde dans le manger à côté, le manger raisonnable, le manger bon plutôt que beaucoup, dans des initiatives. Tu parlais par exemple du gâchis alimentaire, des initiatives qu'on voit chacun au coin de la rue, d'acheter moins cher le truc qui se périme tout à l'heure, de redistribuer, enfin, etc. Plein d'initiatives qui pourraient peut-être donner un peu plus d'optimisme que de pessimisme sur ces sujets.
Mais je suis d'accord, mais je voulais quand même relever, pour moi, ce qui relève quand même d'un certain scandale sur ce besoin fondamental de la personne. Et heureusement, et bien entendu, et dans nos pays, en France en particulier, il y a des secours alimentaires. Je ne crois pas qu'on meure de faim, même si jamais en consultation de nutrition, on ne voit pas de grande dénutrition. Alors, en tout cas, chez les enfants, c'est quand même très exceptionnel. Mais néanmoins, il y a, et c'est un petit peu de travailler beaucoup avec les jeunes filles anorexiques mentales. On voit bien chez ces jeunes filles, si vous voulez, il y a un lien entre l'état intérieur et ensuite la réaction par rapport à l'aliment. On voit que ce sont des personnalités très différents de ceux qui sont sur la consommation plaisir d'aliments et quelles que soient les conséquences. Moi, je suis fasciné par notre jeune homme là, qui, pour ne pas perdre le plaisir, met sa vie en danger. Et donc, vous savez, il y a ce petit livre qui est La tyrannie du plaisir. Le plaisir est une excellente chose partagée, je crois, et j'en suis le premier convaincu, mais lorsque ça devient l'objet de l'aliment, on a quitté l'objet nutrition de l'aliment. Et à ce moment-là, ça devient délétère. Et donc, de remettre une alimentation en lien avec la nutrition me paraît extrêmement important, mais ça ne me paraît possible que si la personne en elle-même a un sens dans son existence et qui n'est pas obligée de trouver dans le plaisir alimentaire le seul sens qui lui donne un peu de bien-être dans son quotidien. Pas d'autres questions sur le chat? Ok, eh ben, écoute, merci encore François de ce regard et de ce topo extrêmement illustré, détaillé et réfléchi. On va maintenant passer à la présentation suivante.